L'Ivremam, mondes arabes et musulmans. Je suis Myriam Catus, chercheuse en sociologie politique à l'Ivremam, l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans à Aix-en-Provence. Organisée par l'Ivremam et par la médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, l'Ivremam est un cycle d'entretiens avec des auteurs et des autrices d'ouvrages récents portant sur des sociétés des mondes arabes et musulmans. En 2015, le long métrage Much Loved du réalisateur marocain Nabil Ayouch, projeté au Festival de Cannes, était interdit de projection au Maroc pour outrage à la morale et préjudice au pays. Il s'intéressait aux trajectoires de femmes qui, à Marrakech, vivaient d'amour tarifé. Son actrice principale, Loubna Abidar, fut la victime d'une agression à Casablanca et a choisi de s'installer en France où son témoignage a été l'occasion d'ouvrir un débat sur les mondes de la prostitution au Maroc, mais encore sur les rapports, sur les identités de genre, sur la production aussi sociale et politique de différentes formes de subalternité. Ces questions sont régulièrement l'objet de débats et de discours au Maroc. Ils ont longtemps été dominés par les thèmes de la déviance et de l'atteinte à la moralité publique. Ils sont de plus en plus teintés de compassionnel et de représentation misérabiliste de la prostitution. Les sciences sociales n'y ont apporté qu'une attention lointaine et les acteurs politiques et les milieux féministes un intérêt très secondaire. C'est pourtant précisément sur cette question que porte la longue, dense et minutieuse enquête ethnographique que Myriam Cher a conduite durant 7 années à Tanger entre 2008 et 2015 sur les filles qui sortent, une traduction de l'expression marocaine polysémique Rij. Myriam Cher est anthropologue, elle est maîtresse de conférences à l'INALCO, elle co-anime le GREGAM, le groupe de recherche et d'études sur le genre au Maroc. Notre invitée vient de publier Les filles qui sortent, jeunesse, sexualité et prostitution au Maroc, édité par les éditions de l'Université libre de Bruxelles. Dans son ouvrage, l'autrice s'intéresse à la prostitution dans sa société et non pas comme un phénomène isolé des autres processus sociaux. Elle cherche à comprendre en quoi sa pratique participe de la transformation des mœurs et des normes dominantes dans une société en crise d'intégration des jeunesses féminines. Myriam Cher suit le parcours de jeunes femmes à Tanger. Celles-ci présentent en commun d'être citadines et d'avoir été scolarisées. Elles partagent parfois le quotidien de leur vie et elle interroge ce qu'elle appelle la panique morale que génère le sentiment de généralisation de leurs pratiques immorales. Elle décrit aussi les aspirations personnelles et collectives de ces jeunes filles, les pièges des mécanismes de la transgression et du devenir prostituée. Elle s'intéresse à leurs déterminismes sociaux et économiques, mais aussi aux ressources que mobilisent ces jeunes femmes, à leurs revendications de résistance à un ordre moral qui les confine. Ce tableau sensible s'efforce ainsi de comprendre la prostitution comme une expérience juvénile, comme un moment d'affirmation de soi. Myriam Cher la rapporte aussi à une ethnographie de la sexualité et à une réflexion sur la dérégulation des marchés de l'emploi féminin et des manières de s'en sortir. Myriam Cher, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi de mener cette enquête à Tanger et de nous en camper le décor? Cette ville est plus qu'un décor d'ailleurs, puisqu'elle est l'une des matières du processus que vous décrivez, une ville pour soi, pour ces jeunes filles en quête d'une vie à soi. C'est vrai que Tanger est bien plus qu'un simple contexte de terrain d'enquête. J'ai tenté dans ce livre d'en faire un acteur principal, au même titre que les enquêtés de ce livre. Ce qui m'a fasciné quand je suis arrivée à Tanger, c'est sa géographie sexuelle. Et finalement, ce que j'ai ressenti comme étant une présence normalisée du festif.
Et c'est ce qui m'a poussée vraiment à prendre Tanger comme cet autre acteur et à m'intéresser à son parcours et donc à son histoire sexuelle. À travers une analyse d'archives de la presse locale, mais aussi en m'appuyant sur des travaux secondaires, j'ai tenté d'analyser l'évolution de la prostitution dans la ville, en partant de l'époque coloniale qui a été plus ou moins documentée, jusqu'aux années 2000 et 2010 qui m'intéressaient plus spécifiquement. Et donc, en faisant un petit peu cette analyse de cette histoire, j'ai essayé de mettre en lumière les ruptures qui s'opèrent dans la façon de pratiquer l'activité, mais aussi de faire et de vivre la fête. Ces ruptures, je les ai comprises en lien avec les transformations économiques qui ont marqué la ville d'une décennie à l'autre. Tanger passe et tour à tour paradis fiscal jusqu'à la fin des années 50, début des années 60. Elle devient capitale du business cannabique à la fin des années 70. Puis elle devient le lieu de l'industrialisation offshore. Et enfin, elle devient l'espace phare de l'investissement du régime marocain et de la mise en œuvre de ce qu'on a appelé dans la novlangue néolibérale des méga-projets qui étaient essentiellement chapeautés par le roi Mohamed VI au moment de son accès au trône. Donc vraiment, c'est cette articulation entre l'économique et le festif qui m'a intéressée, puisque dans la circulation de ces capitaux, plus ou moins importants selon les décennies, il y a des types de populations qui suivent ces capitaux, qui les accompagnent et qui évidemment vont structurer d'une manière tout à fait spécifique à chacune de ces décennies, vont structurer les espaces festifs. Et ils vont avoir, de manière plus générale, un impact sur la visibilité générale de l'intime. Alors, je me suis beaucoup intéressée aux métamorphoses urbanistiques, aux métamorphoses du bâti, en essayant de questionner ce que les grands projets de réaménagement ont joué comme rôle dans le déploiement de cette culture intime et dans la réassignation des espaces prostitutionnels de la ville. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette requalification va avoir un impact sur des établissements qui sont très vieux. Les établissements sur lesquels j'ai travaillé sont des établissements qui datent de l'époque coloniale, de l'époque internationale, très connus pour justement tout le côté festif que la littérature a bien mis en évidence. Donc ce qui m'a intéressé, c'est de voir un petit peu comment ces devantures, ces établissements, les propriétaires qui les tiennent, ont essayé de suivre la mouvance de cette requalification, et pour la suivre, elle passait évidemment sur des manières de dissocier ce qui était considéré comme des pratiques festives et donc des pratiques prostitutionnelles dites populaires, sha'abi, pour cadrer un peu plus avec des pratiques en phase avec ce qu'ils voyaient comme étant la modernité, et donc comme étant la modernité des relations entre hommes et femmes, fussent-elles des relations prostitutionnelles. Un autre point que j'ai trouvé essentiel avec cette analyse de la ville, c'est de voir comment, d'essayer de comprendre la fabrique de l'urbanité des enquêtés de ce livre. La ville, c'est le travail que l'anthropologie urbaine a bien démontré, est un lieu de production de sens et d'identité. Et c'est un laboratoire extraordinaire de la manière dont on devient un individuel, dans la manière dont on se subjective, on va dire, en sciences sociales. Et c'est passé effectivement par les pratiques, les usages que les filles font de la ville, des usages admis, mais aussi des usages moins admis qui permettent justement de faire reculer ces frontières de ce qui est admissible ou pas quand on utilise la ville, c'est-à-dire de l'explorer, d'en connaître les confins, d'en connaître l'étendue, de l'habiter seul. Et ça a été un point central, puisque c'est à travers l'habitat féminin que j'ai partagé avec les filles que c'est posé de manière très claire cette question de qu'est-ce que c'est que devenir tangérois. Alors,
Merci beaucoup. Donc, dans cette passionnante anthropologie de la transformation d'une ville, je dirais que l'une des grandes qualités de votre ouvrage est la façon dont vous ethnographiez précisément le sortir. Et je cite là votre préfacier, Mohamed Tozi, sans jugement moral et avec une grande empathie. Alors ma question c'est, mais comment enquête-t-on sur l'intime, sur la déviance, sur la sexualité ? Comment avez-vous pu mettre en place les dispositifs d'une enquête et finalement à quelles questions d'anthropologie du terrain cette enquête vous a-t-elle conduite? L'enquête ethnographique a reposé sur 3 sites d'observation. Donc, il y a un premier site qui a été constitué par les lieux de prostitution, donc les bars, les discothèques, les cabarets ou les quartiers rouges de la ville, c'est-à-dire les quartiers où sont concentrés des établissements où il est possible de passer la nuit. Donc en gros des hôtels de passe, des appartements privés mais qui sont mis sur le marché de la location de passe. Donc une enquête a été menée sur ces lieux très précis de la prostitution. Un autre site d'observation a été constitué par ces colocations dont j'ai parlé. Donc en fait, tout ce qui constitue les lieux de vie, mais aussi les réseaux des jeunes femmes sur lesquels j'ai travaillé. Donc en fait les lieux de vie et les réseaux, c'est-à-dire les réseaux d'amis, mais aussi les familles. C'était très important de pouvoir suivre ces femmes-là dans ces différents espaces de sociabilité. Et un troisième lieu, site d'observation plus distancé, a été constitué par les forums des sites qui sont dédiés à la prostitution. Généralement, sont des sites qui portent qui portent le nom de guide international du sexe et qui essayent de répertorier de répertorier des savoirs sur la prostitution à travers le monde et qui sont ciblés pour les clients. Donc là, ça a été plus une ethnographie numérique, mais qui a été importante justement pour un peu plus enrichir ma compréhension de la clientèle masculine. Alors, je voudrais revenir sur le deuxième site d'observation qui était essentiel, donc ce lieu de vie des femmes, parce que c'est finalement ce site-là qui m'a permis véritablement de décentrer mon regard et de penser l'activité prostitutionnelle par le prisme de la jeunesse et de la sexualité. Si je ne m'étais pas installée avec les filles, j'aurais poursuivi finalement une ethnographie plutôt parcellaire qui aurait été faite d'immersion inaboutie et qui m'aurait mené vers une prépondérance de l'entretien, ce que je voulais absolument éviter. Parce que dans un pays où la parole sur les pratiques déviantes nécessite une grande proximité, il fallait absolument éliminer le plus de frontières possible. Et donc l'ethnographie de la colocation a été fructueuse de ce point de vue, car j'ai eu la possibilité de stabiliser en quelque sorte un atelier de recherche et de mieux prendre conscience de mes rapports avec les femmes. Ça, c'était assez important. Et pour ça, il a fallu que j'établisse une routine avec elles. Et je dirais que pour que cette routine s'établisse, il a fallu que je passe par quelque chose de tout à fait important, qui peut sembler anodin, mais qui est tout à fait important, qui est le fait de savoir me taire. Et pour répondre à votre question, je dirais que on enquête, ou en tout cas moi, j'ai enquêté sur l'intime et la sexualité par le silence. Et pour pouvoir être proche de leur vie privée, il fallait que je m'efface pour estomper ce qui pouvait être perçu comme des différences agressives qui marquaient des positions trop fortes. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui renvoie à la question de nos positionnalités. Donc il y a toute une réflexion qui est menée là-dessus, qui je suis, quelle position j'occupe par rapport à elles et leur position. Alors, je tiens juste à préciser que quand je parle de silence, je ne suis pas en train de dire que les filles ne savaient pas ce sur quoi j'enquêtais. Elles étaient évidemment au courant de mon travail d'enquête. Elles savaient très bien que je travaillais sur elles. Et c'est justement parce qu'elles savaient qu'il fallait trouver un terrain de discussion où mon travail
d'objectivation de leur pratique était un peu moins agressif. Et je dois dire que garder le silence, qui a duré quand même un certain temps, donc ça a été une ethnographie qui a duré 2 ans, ça a été vraiment une posture qui m'a permis de garantir le plus possible que les enquêtés gardent le contrôle sur leur discours à propos de leur vie. Donc ça, c'est tout à fait important pour comprendre pourquoi je parle de filles qui sortent. C'est en gros ce dispositif qui m'a aidé de passer d'un questionnement classique sur les déviances à une analyse plus approfondie sur les mutations sexuelles et d'essayer de faire comprendre que comprendre la question sexuelle au Maroc doit passer par une compréhension de la prostitution. On ne peut pas faire l'économie d'une analyse de la prostitution. Merci. Alors justement, pourquoi elles? Pourquoi ces jeunes filles lorsqu'on vous lit et que l'on suit le destin de certaines d'entre elles, de Salima, de Badia, d'Amaya, on comprend bien qu'à plusieurs moments, leur vie bascule ou en tout cas est en bascule. Autrement dit que d'autres choix auraient pu être faits, étaient possibles. Donc comment et pourquoi ces jeunes filles-là précisément passent-elles de l'amusement juvénile et du divertissement adolescent à la prostitution? Quels sont les déterminants, les prédispositions économiques et sociales que vous avez pu mettre en évidence dans ces trajectoires? Pour situer un petit peu sociologiquement les filles, alors ce sont des jeunes femmes qui sont toutes originaires de milieux populaires et de familles où le quotidien se gère par le manque. C'est-à-dire que les pères ne travaillent plus, souvent à la suite de maladies chroniques incurables, certains décèdent, les mères, lorsqu'elles travaillent, ont du mal à faire vivre les familles, et ça c'est à imputer à la configuration du travail féminin dans ces pays-là, qui est fait d'interruptions très régulières. Donc ça c'est ce qui les rapproche, c'est cette condition sociale qu'elles partagent. Il y a aussi autre chose qui rapproche ces filles, c'est leur âge, c'est-à-dire leur état de jeunesse. Elles sont la majorité, lorsque je les rencontre en 2008, ont entre 18 et 24 ans. Et ce qui rapproche et que je mets en lien avec cet état de jeunesse, c'est aussi la similarité de leur trajectoire intime et sexuelle. Alors les filles qui sortent est une expression, comme vous l'avez rappelé Myriam, que j'ai reprise à mes enquêtés, et c'est une expression qu'elles utilisaient pour décrire leur activité. Et tout en essayant de rester fidèle à la manière dont elle nommait ce qu'elle faisait, j'ai forgé à partir de cette expression la notion de sortir. Et le sortir, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique qui englobe différentes expériences qui ont toutes trait à la sexualité. Sortir, renvoie au travail sexuel, il renvoie au divertissement, et il renvoie aussi à la relation amoureuse. Et donc on sort toujours dans l'objectif de vivre l'une de ces 3 expériences, et parfois les 3 en même temps. Puisque la rencontre avec un client peut aboutir, se fait dans un cadre de divertissement, et c'est ce cadre de divertissement qui va faire qu'on peut faire évoluer une telle rencontre vers une histoire plus stable. Donc sans nier l'une ou l'autre dimension, j'ai voulu rendre compte de l'articulation qui se jouait entre précarité, découverte de soi et devenir adulte. Ces filles qui sortent sont face à un problème insoluble. D'un côté, elles doivent faire face au rétrécissement du champ des possibles en matière de mariage, et de l'autre, elles doivent faire avec le manque de débouchés professionnels pour une jeunesse qui a été scolarisée et qui a été, en étant scolarisée, éduquée dans les idéaux de l'autonomie via l'école. Ça, c'est important, je vais y revenir. Donc ces blocages au niveau du mariage et du travail
conduisent à une montée fulgurante du nombre de célibataires chômeuses. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu pour le Maroc et pour les pays du Maghreb en général. Le recul de l'âge au premier mariage, qui a des répercussions sur la pratique sexuelle. Et donc, le sortir est une réaction à ce nouveau statut de désaffilié social que sont contraintes d'habiter les filles. Alors, certains commentateurs diront que ces filles cherchent la facilité. Et c'est beaucoup plus complexe que ça. Ces trajectoires dans le sortir sont généralement indissociables de trajectoires et d'échecs dans le monde du travail moral. Avant de sortir et de routiniser en quelque sorte l'échange économico-sexuel, ces filles font l'expérience du travail domestique, du travail dans la restauration. Certaines d'ailleurs ont recours à ce travail-là pour payer leur scolarité. D'autres débutent des carrières à l'usine, elles travaillent dans le textile, puis sont contraintes d'arrêter suite aux fermetures de ce secteur. Successives, hein. On ferme des usines, puis on en ouvre ailleurs, à Salé, puis on va les ouvrir à Tanger. Puis, bon, bref, elles sont quand même tributaires d'un secteur imprévisible. Les mauvaises expériences dans les services et le travail en pointillé dans l'industrie, où on est débauché donc, du jour au lendemain, favorisent cette systématisation de l'échange économico-sexuel. Et donc, la capitalisation de sa sexualité qu'elles apprennent au moment même où elles se découvrent comme n'importe quel autre adolescent, va être rationalisée au fur et à mesure qu'elles connaissent des décrochages successifs. C'est ça qui est vraiment important dans l'analyse de la prostitution, toujours garder en tête que le rôle joué par le décrochage scolaire, le rôle joué par le décrochage professionnel dont je viens parler. Une petite parenthèse, parfois les expériences, par exemple, comme dans le service de la domesticité, on décroche de ce domaine-là en raison d'agressions sexuelles qui sont vécues. Donc du coup, ce sont des domaines dans lesquels on n'a pas envie de retourner. Il y a aussi le décrochage familial, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, lorsque les parents décèdent ou tombent malades. Et le décrochage intime lorsqu'on a des difficultés à stabiliser une relation conjugale ou que celle-ci n'aboutisse pas sur le mariage. Donc, en gros, tout ça pour dire qu'on n'entre pas en prostitution sans avoir eu une série d'expériences qui y préparent. Les choix sont faits, il y en a beaucoup qui sont faits, mais c'est aussi résulte pour beaucoup sur des échecs. Par exemple, une des filles, Salima, j'ai pu la suivre aussi dans sa manière d'essayer, puisque les filles sont souvent dans cela, elles essayent même en construisant une carrière dans la prostitution, elles essayent régulièrement de décrocher, elles essayent régulièrement d'en sortir, et elles vont essayer de se retourner lorsque de l'information leur arrive sur tel endroit où il est possible d'être embauché, telle usine où on peut être embauché. Elles vont déployer des efforts pour y aller. Par exemple, Salima, je la suis dans ses tentatives de déposer des CV, de participer à des réunions de recrutement. Par exemple, c'était le cas d'une réunion de recrutement d'une usine de câblage qui embauchait énormément. Elle en est éjectée parce qu'elle ne correspond pas au profil et surtout parce que elle est considérée comme étant immorale, ce qu'elle porte ce qu'elle considère qu'elle porte physiquement et en apparence. Donc il y a énormément de secteurs qui se ferment à elle. Cette installation aussi durable du phénomène prostitutionnel est aussi à mettre en lien avec l'évolution sur la longue, avec l'évolution, avec l'état du mariage, qui est à voir en gros, finalement, il n'y a pas de débouché, c'est très difficile de se marier, et c'est un petit peu une évolution que l'on a vu se faire dans la longue durée. Et on a des filles qui se retrouvent finalement obligées de gérer par elles-mêmes une sexualité qui leur est mise en quelque sorte entre les mains, puisque elles proviennent de familles qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les capitaux, ni sociaux, ni économiques, pour faciliter en gros leur mise en circulation sur un marché matrimonial complètement bouché.
Peut-être qu'on pourrait revenir précisément sur ce point que vous venez d'aborder, qui est cette sorte de paradoxe, qui n'en est pas un, que vous nous montrez bien, de la façon dont se devenir prostituée s'inscrit aussi dans une quête, une recherche d'autonomie, de reconnaissance et de réalisation de soi. Là où je trouve que votre ouvrage est très convaincant, c'est précisément parce qu'il ne s'arrête pas à l'analyse de la prostitution à l'aune de ces décrochages successifs dont vous venez de nous parler, mais qu'il s'intéresse aussi à d'autres types d'engrenages que ces déterminismes, on va dire, et ces prédispositions sociales, ou d'ailleurs domination de genre, des engrenages qui, je dirais, par effet de cliquets successifs, transforment quasiment insidieusement des activités libres de loisirs en activités beaucoup plus contraignantes de prostitution et les transforme aussi, bien sûr, il les emmène dans l'aliénation de la mauvaise réputation. Alors, est-ce que vous pourriez revenir là-dessus et expliquer comment on passe, pour vous citer des délires à la dérive, comment est-ce que sortir s'amuser sur le mode de l'insouciance peut conduire à une carrière de prostituée? Et comment, précisément, cela s'inscrit dans le cadre d'une recherche alternative de réussite, une réponse à des ambitions déçues, mais aussi à une valorisation de toute une série d'idéaux, et notamment d'idéaux consuméristes. Il y a quelque chose qui était très présent durant ce terrain et dans nos discussions avec les filles, c'était tous les récits qu'elles pouvaient donner sur une période très particulière qui est celle de l'adolescence. Une période dont certaines venaient tout juste d'en sortir. Et ces récits ont beaucoup insisté sur l'école, sur l'expérience scolaire, donc expérience en tant qu'élève, mais aussi expérience en tant que jeune qui retrouve ses amis, donc en tant que jeune qui retrouve sa communauté de pairs. Alors, l'école est vraiment une institution très importante dans mon analyse du sortir des filles. Alors évidemment ce n'est pas le seul, ce n'est pas juste un lieu d'apprentissage scolaire, c'est aussi le principal lieu de socialisation après la famille, et donc il est normal que s'y fassent d'autres apprentissages propres aux jeunesse. Et dans les récits des filles, la découverte de l'intimité, de la sexualité, du corps y était tout à fait centrale. Ce qui était aussi central, c'est le caractère ordinaire de ces expériences. Alors, ces expériences ne bénéficient d'aucune reconnaissance légale, j'y reviendrai, mais elles paraissent néanmoins valorisées à cet âge-là, à cette époque-là. Et donc les filles sont devenues adolescentes, sont devenues des adolescentes pubères dans un cadre de banalisation de l'intimité juvénile qui passait par les idéaux d'amusement et de subjectivation, ce qu'elles appelaient en tangérois le tkehkeh, et que j'ai traduit justement dans le livre par les délires juvéniles. Et ces délires sont vraiment une étape essentielle dans la définition de sa propre valeur et dans l'élaboration de sa sexualité. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est comment est-ce qu'on devient hétérosexuel à l'adolescence. Et je me suis notamment intéressée à un cadre culturel bien spécifique, qui est celui des échanges d'argent, celui du don masculin, celui du recevoir et du contre-don féminin, et qui sont en fait finalement des normes qui empruntent largement aux normes dominantes des échanges entre hommes et femmes dans le pays. Et en découvrant la sexualité, ce que les filles découvrent, c'est aussi la possibilité de capitaliser sur cette sexualité et de capitaliser de manière qui ne leur porte pas préjudice à ce moment-là. Je regardais à quel moment justement cette sexualité sur laquelle on capitalise, qui ne porte pas de problème, dévie. Et donc je me suis intéressée justement à ces délires qui dérivent, et j'ai
j'ai constaté que cette dérive se fait à mesure que leur exclusion du système scolaire se précise et qu'elles font l'expérience de toute cette précarité du travail dont j'ai parlé. C'est précisément la précarité qui exacerbe la capitalisation du sexuel. Et donc celles qui avaient le statut d'élève insouciante, ce qui excusait d'une certaine façon leur transgression, se retrouvent poussées vers le statut de mauvaise fille, se retrouvent poussées vers le statut de fille des rues, par lesquelles elles vont se professionnaliser dans la prostitution. Alors ici, les cadres sociaux de l'expérience, pour reprendre Erving Goffman, sont absolument essentiels. Ce que je veux dire, c'est que le point de bascule, il se situe dans la différenciation de ces cadres. Dit autrement, c'est l'attractivité des jeunes femmes qui constitue de moins en moins une simple expression de soi valorisante et de plus en plus un moyen de générer de l'argent et d'entrer par défaut dans l'âge adulte. Et ce que les filles décrivent comme étant à la dérive, c'est-à-dire aliénant, c'est des choses qu'elles regardent depuis leur présent. Donc c'est toujours évidemment un discours a posteriori sur des expériences passées qui ne se posaient pas comme telles à ce moment-là. Oui, donc vous venez de parler de générer de l'argent et de dons et de contre-dons. Ces jeunes femmes sont des travailleuses du sexe, c'est-à-dire que si certaines d'entre elles ne se reconnaissent pas dans cette étiquette, c'est ainsi que les désignent par exemple les ONG ou le ministère de la Santé qui s'engagent dans des programmes de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles qui, entre autres, les ciblent. Elles sortent travailler. Pourriez-vous nous expliquer plus en détail dans quelle mesure, effectivement, leur activité sexuelle s'inscrivent-elles dans une économie du travail qui engage différents types d'acteurs et de ressources, ces ressources soient l'échange tarifé de leur faveur, bien sûr, mais aussi d'autres types d'expériences qu'elles capitalisent, comme vous l'avez dit. Puisqu'on va qu'on va aborder cette notion de travail sexuel, je voudrais préciser deux choses. Alors d'abord, une des caractéristiques de la prostitution au Maroc est d'être en général une entreprise individuelle. Hein. Les filles sur lesquelles j'ai travaillé ne travaillent ni pour un souteneur, ni pour les établissements où elles se rendent. Alors évidemment, c'est un peu plus complexe. Il y a différents acteurs qui vont un peu parasiter cette économie-là, qui vont profiter de ces revenus qui génèrent, mais qui ne vont pas forcément forcer les filles à la rue comme on peut le voir sur d'autres modèles. Alors ça, la question des réseaux, c'est autre chose. Elle peut apparaître, mais c'est souvent quand des questions de circulation transnationale se mettent en place. Mais pour le cas de la prostitution au Maroc, c'est vraiment important de comprendre qu'on est vraiment dans une pratique très, très individuelle et les filles y tiennent. L'autre point, avant de revenir sur celui-ci, c'est que quand j'utilise la notion de sortir, ce n'est pas du tout une manière d'euphémiser la prostitution ou de ne pas la dire. Pas du tout. Hein, les filles ne cherchent pas du tout à cacher ce qu'elles font. Elles sont plutôt dans une démarche où elles l'assument. Et d'ailleurs, ce fait d'assumer participe de cette figure urbaine de la célibataire qu'elle représente, c'est-à-dire une fille un peu dure, intransigeante et qui n'a pas de leçons à recevoir et qui va surjouer parfois le comportement immoral dans les espaces publics. Je pense que les auditeurs marocains, je pense que cette figure-là parle à de nombreux auditeurs marocains. Donc la plupart des filles sont vraiment au clair avec la tournure professionnelle que prend leur pratique. En revanche, ce qu'elles refusent, c'est d'être étiquetées par d'autres. Et surtout, elles refusent de voir leur entreprise gérée par d'autres. Et donc, elles sont en permanence à la fois dans un travail de distinction et dans des luttes pour sécuriser le droit à jouir seules de leurs revenus. Des luttes qui sont évidemment assez difficiles à mener.
le sortir, il faut le penser aussi comme un espace social. Hein. C'est vraiment, je reprends ici les termes de Lilian Mathieu qui a travaillé sur la prostitution en France. On est vraiment dans un espace, sur un espace social hiérarchisé où des femmes occupent des positions et où vont avoir lieu des enjeux de pouvoir, des luttes de prestige symbolique, où vont avoir lieu des jeux de distinction et qui vont permettre justement de se maintenir ou de se sentir être occuper telle ou telle position. Donc il y a différentes pratiques et les filles sur un des groupes sur lesquels j'ai travaillé par exemple se voyaient comme étant en haut de la hiérarchie de cet espace parce que elles ne pratiquaient pas ce qu'elles voyaient comme étant indigne, c'est-à-dire la prostitution sur les trottoirs ou la prostitution dans des lieux qualifiés de sha'bi, donc renvoyant à une prostitution un petit peu surannée, ou alors elle n'était pas l'égale de filles qui étaient obligées, contraintes de sortir tous les jours et qui donc ne se ménageaient pas des temps, ce qui signifiait qu'elles étaient incapables de stabiliser des relations conjugales avec certains hommes. Donc c'est très important d'avoir en tête cet espace social et ces luttes de distinction pour mieux comprendre quel est le rôle des autres acteurs qui interviennent dans cette économie de la prostitution. À côté de ces filles-là fréquentent des établissements. Ces établissements se présentent comme étant juste des établissements festifs et de divertissement, donc des boîtes, des bars, et ne faisant rien d'autre. Or, la réalité est beaucoup plus complexe. En fait, je me suis bien rendu compte en m'entretenant avec les gérants ou en voyant un petit peu comment se déroulait une nuit dans une discothèque, il y avait un véritable management, une véritable gestion dissimulée du travail des filles. Et ça passait par exemple, l'obligation qui était faite aux filles de venir régulièrement dans la même boîte, l'obligation de venir à certaines heures, donc avant minuit et pas après minuit, pour remplir les espaces, l'obligation de pousser le client à consommer et donc à ne pas quitter la boîte de nuit 1 heure après y être arrivé. Etc. Donc tout ça va contribuer à forcer une certaine professionnalisation des filles et à faire d'elles des travailleuses du sexe ce qu'elles se refusent. Alors ce terme de travailleuse du sexe est très intéressant. Il s'est implanté au Maroc dans les discours à partir des années 90, notamment via les associations médico-sociales et de lutte contre le VIH/SIDA. Mais les filles qui sortent de mon enquête ont toujours refusé de s'identifier comme telles, même si en privé les discussions faisaient état d'une conscientisation de leurs conditions de vie et du fait qu'elles constituaient en quelque sorte une communauté de destin, même s'il y a toutes ces luttes qui se font, mais jamais elles n'ont voulu s'approprier ce terme-là qui circule énormément, que ce soit en arabe ou en français. Et c'est très important de voir ça parce que on est au Maroc, finalement dans un pays où il n'y a encore eu jusqu'à ce jour aucun mouvement de travailleuses ou de travailleurs du sexe qui a émergé, ce qui est le cas pourtant dans d'autres pays du Sud global, où on a des syndicats de travailleurs du sexe qui ont été mis en place. Au Maroc, ça n'est pas du tout le cas. Il y a eu une tentative très 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 éphémère en 2018 qui n'a abouti sur rien, où on a vu comme ça un groupe de 5 femmes décider de construire un collectif et de politiser leur travail et d'aller devant le tribunal, ça se passait à Tétouan, manifester contre la criminalisation de leurs activités, arguant qu'elles étaient des actrices de l'économie du pays. Mais voilà, donc c'est assez complexe parce que reconnaître qu'on est des travailleuses du sexe, c'est finalement un petit peu perdre le contrôle sur son identité et céder le pas justement à tout ce management qui essaye de se mettre en place, de cadrer leurs activités.
Alors, je voulais justement revenir peut-être sur ce dernier point, qui est celui de la construction sociale et politique de la déviance. Je dirais que cette question de la déviance, c'est l'un des fils rouges de votre ouvrage, quand bien même vous vous démarquez d'emblée de façon très claire d'une approche moralisante de la prostitution. Au contraire, vous montrez comment ces pratiques participent elles-mêmes, comme vous venez de le dire, de luttes discrètes et parfois d'ailleurs violentes, sur la transformation des normes sociales et sur leur police politique, pour ainsi dire. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir dessus et justement peut-être questionner les formes de police des mœurs, l'évolution des cadres juridiques qui encadrent, qui sanctionnent, qui pénalisent la sexualité, leurs différentes instrumentalisations et la façon dont elles participent à la construction précisément de la déviance. Au Maroc, aux yeux de la législation, les filles sont des délinquantes sexuelles à deux titres. D'abord au titre de l'article 490 du Code pénal qui condamne toute relation sexuelle hors mariage, puis au titre des articles qui vont de l'article 497 à l'article 504 qui sanctionnent plus spécifiquement la prostitution. Dans les faits, en regardant, en observant, en analysant le travail policier, finalement les filles ne sont condamnées ou poursuivies ou arrêtées que par rapport à l'article 490 qui finalement concerne l'ensemble des citoyens marocains, puisqu'il ne concerne pas du tout la prostitution, c'est plutôt la débauche en général. Avant, la prostitution appartenait à cette catégorie-là, et le code pénal dans ses réformes a petit à petit introduit des articles plus spécifiques à la prostitution, ce qui a permis finalement de dissocier un petit peu les catégories de femmes. Donc celles poursuivies pour uniquement prostitution et celles poursuivies pour débauche à laquelle la prostitution appartenait. Dans le travail policier, il y a deux choses. Donc, je pense pas qu'il y ait une évolution du cadre juridique. Ces lois-là, il y a des mouvements qui sont actuellement menés justement pour les libertés individuelles et qui cherchent à l'abolition, notamment de l'article 490. Donc, il n'y a pas d'évolution du cadre juridique, mais en revanche, il y a une évolution certaine du travail policier. Alors, le travail policier sur la question de la prostitution se fait de deux manières. On a d'un côté ce qu'on appelle les campagnes d'assainissement, et qui sont finalement des campagnes qui sont menées de temps en temps dans la ville où on voit tourner des staffettes, des camionnettes de policiers qui ramassent. Et c'est une manière aussi de faire du chiffre. Il y a une grosse politique du chiffre au Maroc qui est conduite là-dessus. Donc plus on expose au public les chiffres sur les arrestations des crimes moraux, plus on montre qu'on fait de l'assainissement moral dans le pays. Donc ça c'est une chose, et il y a généralement les filles de mon enquête avaient plus affaire à ce genre de travail policier, donc où pas de chance, elles sortaient puis elles se faisaient ramasser et partaient en garde à vue 2 jours. Et l'autre travail policier est plus un travail d'enquête concernait ce que les policiers considèrent comme étant plus valorisable pour eux, concernait toutes les enquêtes portées sur les réseaux, donc là, le démantèlement de réseaux de prostitution qui sont fortement médiatisés parce que ça permet de montrer que l'on a été arrêté des groupes de Saoudiens venus au Maroc, donc une manière aussi d'externaliser la question, les causes du phénomène prostitutionnel. Mais les filles étaient vraiment accusés, vraiment arrêtés lors de ces campagnes d'assainissement. Et donc j'ai un peu regardé, je me suis dit, bon, qu'est-ce que nous disent ces chiffres? Qui est réellement arrêté? Parce que en faisant un peu une analyse du travail policier depuis le début des années 90 et en m'intéressant, c'est très difficile de travailler sur les chiffres au Maroc sur une telle question, mais il y a quand même des possibilités de tirer certaines analyses. Je me suis bien rendu compte que la baisse des cas de crimes moraux s'accompagnait d'une conscientisation par la police de l'évolution des mœurs et donc de la nécessité de ne pas arrêter tout le monde et d'essayer de concentrer les arrestations. Donc du coup, c'est ce qui m'a permis de démontrer comment est-ce qu'on est passé d'un ordre moral mené par la police à un ordre social, puisque les filles majoritairement concernées par les arrestations sont des filles qui sont considérées, qui viennent des milieux populaires et qui sont considérées comme étant des prostituées. Et les filles qui sortaient étaient des filles qui étaient arrêtées, peu importe l'objectif de leur sortie, qu'elles soient en fait
ou qu'elles soient avec des clients. Généralement d'ailleurs, quand elles étaient en fête, puisque c'était les moments où elles étaient plus décontractées et qu'elles pensaient moins avoir affaire à la police, c'était les moments où on les embarquait, elles disaient bah dis donc, moi ce jour-là j'étais pas avec un client. D'accord, donc ces jeunes filles sortent, mais peuvent-elles s'en sortir? Que sont devenues Badia, Salima, Rada et leurs comparses? Comme toute pratique déviante, on sort, on quitte toujours, enfin en grande majorité, hein, on quitte les univers de la déviance ou de la délinquance. J'ai eu cette chance de pouvoir les suivre sur 7 ans et de pas les perdre, et donc de voir un petit peu vraiment ce processus d'engagement dans la prostitution, mais de construction de carrière, mais aussi de désengagement. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, hein, elles essayent à plusieurs reprises. La plupart aujourd'hui ne sont plus du tout dans la prostitution. Elles l'ont quitté après avoir essayé à plusieurs reprises de faire autre chose, d'essayer de migrer, d'essayer de suivre des formations qui leur permettaient peut-être d'intégrer des métiers dans l'esthétique ou autre chose, etc. Alors, sur des expériences très précises, Salima qui est un petit peu vraiment l'enquêtée centrale du livre, a connu après avoir essayé de décrocher, a connu une professionnalisation très lourde dans la prostitution. Elle a quitté Tanger pour aller à Marrakech. À Marrakech, elle s'est fortement professionnalisée, parce que bon là on est dans une autre ville et une autre manière aussi de penser le travail sexuel. De Marrakech, à la fin de l'année 2013, elle est partie à Istanbul. Des rencontres ont fait qu'elle est partie à Istanbul et qu'elle s'est aussi professionnalisée dans une ville qui, à ce moment-là, devenait un petit peu la capitale du divertissement des diasporas arabes. Et là-bas, elle a rencontré son mari actuel. Ça a été le cas pour d'autres et certaines sont restées célibataires mais ont investi des métiers de l'usine, tout en continuant à avoir des pratiques de couple où l'argent a toute son importance. Merci. Alors je dirais que avant de vous remercier, de donner la parole au public pour les quelques minutes qui nous restent, je voudrais savoir finalement comment l'anthropologue se sort elle-même d'une telle enquête. Avec plein de questions, je dirais, et une envie de continuer justement sur cette question des cultures juvéniles. Ce qui m'a vraiment beaucoup apporté, c'est vraiment ce décentrement que je cherche aujourd'hui avec les travaux que je mène. Alors plus sur les filles, là je me concentre plus sur leurs acolytes masculins issus des mêmes milieux. Et donc je m'intéresse à toutes ces contre-cultures, en fait, toutes ces dissidences morales, sexuelles, par lesquelles passe aussi quelque part de la dissidence sociale. Merci beaucoup Myriam. Il nous reste 10 minutes pour engager éventuellement une discussion avec le public pour discuter encore un peu de ce bel ouvrage dont je rappelle le titre « Les filles qui sortent, jeunesse, sexualité et prostitution au Maroc ». Je vois Juliette Onvaux. J'ai une question à propos des parcours scolaires et de l'expérience scolaire. Vous avez passé un petit peu rapidement sur ce moment qui a l'air vraiment très important dans la socialisation de ces jeunes filles. Et est-ce que vous en savez davantage sur la façon dont, justement dans ce cadre scolaire, la sexualité se parle, se partage voilà, est-ce que vous avez pu entrer un petit peu dans ce cadre assez fermé de l'école? Bonjour, merci pour la question. Alors non, j'ai malheureusement pas eu l'occasion d'enquêter, d'ethnographier l'école en elle-même. J'aurais bien voulu, mais c'était pas possible puisque j'étais dans une autre enquête et c'est cette enquête à travers le suivi du récit des filles qui m'a fait m'intéresser à l'école. Donc quand les filles me parlent de l'école, la plupart n'y sont plus. Elles l'ont déjà quitté. Il y en a une, Amaya, qui essaye encore de s'accrocher en essayant de passer le baccalauréat. Donc j'ai pas vraiment eu cette opportunité de faire une véritable ethnographie des interstices finalement de l'école où se joue toute cette construction des gens. J'aurais adoré, mais ça
ça n'a pas été possible. Donc tout ce que je sais et ce que je dis sur l'école provient des récits que j'ai eus avec les filles, des discussions que j'ai pu avoir en aparté avec des lycéens ou des lycéennes, et aussi du débat public, parce qu'il y a tout un débat sur les lycéennes. C'est une figure repoussoire. Et c'est une figure du soupçon, justement par rapport au fait qu'on sait qu'il y a une permissivité morale dans les écoles. Et c'est d'ailleurs toujours les femmes qui sont les victimes de ce système hétérosexiste qui se reproduit dans ces débats que l'on a occasionnellement sur les écoles. François Sinot. Myriam, elle a déjà posé un peu à la fin la question du désengagement, de comment ces filles qui sortent de ça. Mais je me demandais si tant est qu'elles en parlent, mais au moment où vous avez enquêté, comment à ce moment-là elles se projetaient dans l'avenir? Comment est-ce qu'elles imaginaient leur vie future? Parce que bon, vous avez évoqué le devenir de quelques-unes, notamment éventuellement des stratégies, enfin je ne sais pas si c'est des stratégies matrimoniales réussies ou autre chose, mais au moment où vous étiez avec elles, je me demandais comment elles se projetaient dans l'avenir. Pour les filles sur lesquelles j'ai travaillé pour cet âge-là, parce que bien évidemment j'ai aussi eu des entretiens avec des personnes beaucoup plus âgées, et donc le regard va être porté différemment, mais pour ces filles-là, la question matrimoniale, c'est vraiment une blessure. C'est une blessure d'orgueil, c'est une blessure de ne pas pouvoir s'accomplir en tant que femme. Donc en gros, elle se projette uniquement à travers le mariage. Un mariage, c'est pas avec n'importe qui. C'est pour ça que c'est assez intéressant aussi de voir la manière dont les garçons qui ont ce pouvoir de construire des mauvaises réputations sont aussi positionnés par les filles. Elles vont pas aller avec n'importe qui, mais elles se projettent essentiellement via le mariage, un mariage si possible qui permette une certaine mobilité, que ce soit par la possibilité de migrer, donc de quitter le pays. Il y a ça aussi qui est fondamental. Il y a ce véritable désir de partir. En gros, ça se posait comme ça pour elle. Il faut que je me marie si je reste ici. Et si je me marie pas, il faut au moins que je parte. C'est pas grave si je suis pas mariée en dehors du Maroc, mais si ma vie doit se faire à l'intérieur de ce pays, il faut que ça passe essentiellement par le mariage. Ce qui pose justement des questions sur toute cette question de l'évolution des rapports hommes-femmes, parce qu'il y a véritablement une évolution du système de genre, mais une évolution qui se fait tout de même en reproduisant l'hégémonie hétérosexuelle, en reproduisant la domination masculine. Donc il y a quand même des cadres qu'elle repousse un petit peu, mais qui sont assez limitants. Françoise Lorsery. Vous parlez des perspectives matrimoniales de vos enquêtés. Ça me faisait penser aux nouveaux réseaux qui se développent, des réseaux numériques en direction de diaspora. Au mariage qui se concluent comme ça à distance et puis qui vont pour une partie au moins se réaliser réellement dans des espaces intermédiaires parfois comme l'Espagne ou autre, mais avec éventuellement des conjoints, des futurs conjoints, des aspirants conjoints, il y a de tout, français. Est-ce que au cours de votre ethnographie, vous avez eu vent, est-ce que vos propres enquêtés, j'ai pas lu le livre, je suis désolée, peut-être que vous en parlez, est-ce que vos propres enquêtés avaient ce genre de pratique sur les réseaux? J'en ai pas parlé, mais alors on est à Tanger. Donc évidemment, c'est une ville transnationale, c'est une ville très particulière qui est faite de circulation et de mouvements incessants entre l'Espagne, le reste de l'Europe et le Maroc. Et ces filles-là sont connectées et sont hyper connectées justement
aux personnes qui vivent au-delà du détroit. Parmi les hommes qui comptent qui comptent pour les filles, il y a beaucoup d'Européens d'origine marocaine, que ce soit des Français, que ce soit des Belges, essentiellement beaucoup de Belges, puisqu'on est à Tanger et que c'est un lieu d'émigration vers la Belgique, des Hollandais aussi. Et donc il y a les hommes grâce auxquels par lesquels elles vont quitter le sortir sont parfois des hommes qui appartiennent à la diaspora. Alors j'en parle, il y a vraiment, j'en parle beaucoup beaucoup. Il y a une partie qui est consacrée justement à ces transnationaux. Alors il y a différents transnationaux. Il y a les transnationaux qui sont nés en Europe. Il y a les transnationaux qui ont quitté le Maroc, qui sont jeunes mais qui ont quitté le Maroc il n'y a pas si longtemps. Et puis il y a d'autres transnationaux qui sont des premières générations, qui ont émigré, qui sont très âgés et qui reviennent à la retraite au Maroc et qui se reconstruisent des vies en laissant enfants, femmes en Europe et qui se reconstruisent des vies avec des jeunes femmes. Donc il y avait ces trois types d'hommes transnationaux desquels je parle et qui vont jouer un rôle aussi important dans la manière dont se définissent je suis passée très vite sur ce cadre culturel qui était important du don et du contre-don masculin et féminin. Alors c'est un cadre culturel qui évolue et la rencontre avec les transnationaux d'origine marocaine va avoir un impact très fort sur qu'est-ce que c'est que l'échange, pourquoi est-ce que tu veux que je te donne de l'argent, moi en France on ne fait pas ça dans les relations. Il va y avoir vraiment toute une manière de repenser et pour les uns et pour les unes et pour les autres cette question du donner pour les sexuels. C'est aussi intéressant parce que des mariages transnationaux, il y en a beaucoup. Des relations transnationales continues ont encore lieu. Et c'est aussi intéressant de voir comment le regard sur l'intimité et la sexualité telle qu'elle est construite en Europe se transforme par rapport à ce qui se fait au Maroc. Donc par exemple, des jeunes hommes vont commencer à poser un regard différent sur la prostitution, qu'ils associaient un petit peu à l'image qu'on en a en Europe de cette prostitution de l'époque industrielle où les femmes sont mises sur le trottoir par des souteneurs et se dire en fait il y a autre chose dans la prostitution, il y a des sentiments qui passent, ça cadre un peu plus avec mon éthique. Donc c'est aussi intéressant la manière dont se reconstruisent les masculinités dans ces circulations transnationales. Mille merci, il va nous falloir conclure. Donc je rappelle, les filles qui sortent, jeunesse, prostitution, sexualité, prostitution au Maroc. Myriam, merci beaucoup. Je voudrais vous signaler que le prochain entretien de notre cycle Livre et Mam aura lieu le 2 février prochain avec un entretien avec Laure Girgis autour de son ouvrage The Arab Left, et vous signaler que nos entretiens sont réécoutables sur YouTube. Merci beaucoup Myriam et à bientôt. Merci à vous. Au revoir.